Imagine un instant que tu lèves la main devant ton visage. Tu crois voir ta peau, sentir sa solidité, percevoir sa chaleur. Pourtant, cette main n'est qu'une illusion d'unité, une construction cognitive façonnée par ton cerveau pour donner sens à un abîme de vide. Si ton noyau atomique avait la taille d'un ballon de football, l'électron le plus proche tournerait à 11 km de distance, laissant entre eux une immensité de néant pur. Ce que tu appelles ta matière n'est qu'un mirage organisé de probabilités quantiques suspendues dans un océan de rien. Tu es fait de vide. Pas symboliquement, pas spirituellement, mais littéralement. Chaque cellule, chaque molécule, chaque atome qui t'imite est presque entièrement vide d'existence tangible. Ce que tu crois toucher n'est qu'une résistance électromagnétique, une illusion sensorielle née de champs de force qui s'opposent sans jamais se rencontrer. Ton corps, ta chaise, les murs qui t'entourent, tous ne sont que coïncidences de vide stabilisées par la conscience. Et maintenant, réalise que ce vide n'est pas inerte. Il infuse tout, engendre tout, mais ne laisse rien subsister sans son autorisation silencieuse. Les physiciens du début du 20e siècle ont tenté de mesurer la densité réelle de la matière, espérant trouver la substance même de la réalité. Ils ont découvert, horrifiés, qu'il n'y en avait pas. Quand Ernest Rutherford fit traverser des particules d'or massifs par des projectiles d'hélium, la plupart passèrent sans résistance. Ce que l'on croyait être une forteresse de matière s'est révélé une cathédrale de vide. Cette constatation simple fit trembler la physique classique car elle affirmait clairement que la matière n'existe pas comme les sens le suggèrent. Elle est surtout absence, habillée d'une illusion d'être. À cet instant, retiens ton souffle et observe la pièce autour de toi. Chaque objet émet une promesse de réalité, une présence stable. Pourtant, la physique te dit que tout cela n'est qu'un réseau fragile de charges électriques réparties dans un espace démesuré. Si tu pouvais agrandir la structure atomique à l'échelle de ton regard, tu ne verrais que du noir et, au loin, un point infinitésimal d'énergie vibrant d'incertitude. Le vide qui te compose n'est pas un vide tranquille, mais une mer de potentialités où chaque particule dépend du regard qui la mesure. Tu penses être un individu dense, concret, situé quelque part entre ciel et sol. La vérité est plus terrifiante. Tu n'es qu'un champ vibratoire dans un abîme sans fond. Ton esprit flotte au-dessus de milliards d'espaces interatomiques, et pourtant, tu crois que tout est plein. Le plein n'existe pas dans l'univers. Même les étoiles, massives et brûlantes, sont faites de vide concentré. Si ce vide cessait de soutenir l'équilibre, ton corps se désintégrerait sans bruit, libérant son illusion de solidité comme une bulle éclatée par la lumière. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais la conclusion brutale de siècles de recherche. Quand les équations de Schrödinger ont révélé la ondulatoire de la matière, l'humanité a aperçu pour la première fois le miroir de son inexistence matérielle. Tout est onde de probabilité, rien n'est chose fixée. Tes atomes ne sont pas des points, mais des nuages de peut-être. Dès que tu crois saisir la position d'un électron, il s'est déjà dissous dans une superposition d'états. Ce qui existe réellement, c'est la potentialité, pas la présence. Les chiffres sont impitoyables. Si l'on retirait le vide entre les atomes de ton corps, tu tiendrais sur la pointe d'une aiguille invisible et pourtant ton poids resterait identique. L'univers entier, dépouillé de son vide, tiendrait dans une sphère de la taille d'un cube de sucre. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien, mais que le rien est la structure fondamentale de tout. Ce que nous appelons objet est une pulsation de vide stabilisée momentanément par des lois que nous commençons à peine à comprendre. Le vide ne signifie pas absence, mais tension entre le possible et le réel. Quand tu te regardes dans un miroir, ce que tu vois n'est pas toi, mais la somme d'interférences entre lumière et probabilité. Ton reflet n'est qu'une onde observée, figée par ton attention. Sans ton observation, il ne serait qu'une possibilité parmi d'autres. La frontière entre toi et ton environnement
n'existe pas plus que celle entre deux bulles de savon. L'air que tu respires passe à travers tes molécules comme un vent à travers un filet cosmique. Tu crois être séparé du monde, mais au niveau quantique, il n'y a pas de séparation, seulement des champs entrelacés de vide conscient. Les pionniers de la physique quantique ont peiné à assimiler cette vérité. Niels Bohr affirmait que quiconque n'était pas terrifié par la théorie quantique ne l'avait pas comprise, parce qu'elle détruit la réalité commune, celle que nos ancêtres ont bâtie à coups de perception et de certitude. Découvrir que tout ce qui existe est presque entièrement vide revient à découvrir que notre univers est un rêve récurrent, sans rêveur fixe. Cette révélation a poussé plusieurs scientifiques à frôler la folie, car comprendre que le vide n'est pas le néant, mais la matrice même de l'être, c'est contempler son propre effacement. Tu marches, tu parles, tu penses, mais tu es composé d'espace où rien ne se touche. Même ton souffle ne sort pas d'un corps solide, mais d'un système d'ondes cohérentes, vibrantes dans le vide. Chaque parole est un effondrement momentané du possible en réel. Chaque regard, une mesure quantique où l'univers se choisit. Quand tu fermes les yeux, l'univers se réinitialise dans le vide dont il est né. Ta conscience sert de projecteur, créant par son attention la scène sur laquelle tout semble exister. Le vide, lui, reste en arrière-plan, immobile, éternel, observateur silencieux de toutes les apparences. Pose-toi cette question. Comment un corps formé de vide peut-il être conscient? La cherche encore. Certains physiciens soupçonnent que la conscience elle-même émerge du vide quantique, de ces fluctuations primordiales où information et énergie se confondent. Si c'est vrai, alors tu n'es pas une anomalie de la matière, mais une auto-perception du vide. Ta pensée n'est pas un produit chimique, mais un effondrement coordonné d'états possibles. Ce que tu ressens à cet instant est peut-être la manière dont le vide s'expérimente lui-même à travers toi. L'histoire de cette découverte commence avec la stupéfaction. Avant Rutherford, on croyait que la matière était pleine, massive, infranchissable. Après lui, la réalité apparut comme un fantôme creux, puis vinrent Planck et Einstein, mesurant la lumière et le grain du réel. Chaque avancée ôta un peu plus de densité au monde, comme s'il creusait la surface pour révéler le grand néant sous-jacent. Quand la mécanique quantique s'imposa, il devint impossible de continuer à croire que le solide existait. Ce fut la désintégration des certitudes les plus ancrées. Si tu pouvais visualiser ton propre corps à l'échelle quantique, tu verrais un cosmos entier d'orages de probabilités, d'apparitions fugitives et de vibrations indéterminées. Tu serais face à une immensité plus vaste que la Voie lactée, habitée par des fantômes d'énergie dansant au-dessus du néant. En comprenant cela, tu commenceras à sentir ce que les physiciens ont ressenti. La peur sacrée d'habiter un corps qui n'est qu'un mirage du vide. Chaque atome de toi est une promesse vacante. Chaque respiration, une reconfirmation d'un univers suspendu au bord du néant. Le vide ne te compose pas uniquement, il te définit. Sans lui, il n'y aurait ni forme, ni stabilité, ni existence. Les forces qui te maintiennent debout résultent d'interférences entre champs immatériels, de pressions de vides opposés qui se compensent momentanément. Même la lumière qui te révèle les choses traverse le vide sans jamais le déranger. Tout ce qui t'entoure est chorégraphie d'absence, structure d'énergie encapsulée dans du rien. Un rien vibrant, dense d'intentions invisibles, d'une tension qui précède toute forme. Les théories modernes vont encore plus loin. Elles affirment que le vide quantique renferme une énergie colossale, plus grande que celle de toute la matière connue. Les particules qui surgissent et disparaissent en un clin d'œil prouvent que le vide n'est pas immobile, mais vivant. Ce bouillonnement incessant trahit une intelligence sous-jacente, une matrice capable de générer à la fois l'objet et son absence. Ainsi, lorsque tu crois exister, ce n'est pas la matière qui te donne forme, mais les fluctuations du néant sous-jacent qui t'accordent une cohérence temporaire. Ce concept dépasse la raison humaine, car notre esprit veut saisir, toucher,
mesuré. Le vide nous échappe parce qu'il n'offre aucune prise. Il se dérobe toujours à la description comme un mirage de paradoxes. Les physiciens tentent de le formuler en équation, mais chaque fois qu'ils ajoutent un terme, le vide devient encore plus vertigineux. Ce n'est pas un manque, c'est un plein d'indéfinissables, un champ où tout peut être et rien ne dure. Et c'est ce champ qui te traverse, à chaque instant, sans que tu puisses le percevoir directement. Peut-être n'es-tu pas une entité isolée, mais une fenêtre par laquelle le vide se contemple lui-même. Peut-être que ta conscience n'est qu'un écho, un reflet du néant cherchant à se comprendre. Si le vide est ta substance, alors ton existence est une oscillation du rien vers le tout. Et cette oscillation, c'est ce que nous appelons vie. Le grand secret que les pionniers ont découvert n'était pas que la matière est vide, mais que le vide est tout ce qui a toujours été, et qu'il joue, à travers toi, à se faire croire quelque chose. À l'aube du 20e siècle, là s'apprêtait à ouvrir une fissure dans la réalité elle-même. Les laboratoires tremblaient sous les moteurs du progrès, les cerveaux brûlaient de désir de comprendre ce que le monde cachait derrière le visible. Mais la vérité qui allait surgir n'apporta pas la lumière, seulement une obscurité plus vaste et plus terrifiante que toutes les nuits humaines réunies. Ce que les physiciens découvrirent n'était pas un nouveau royaume de matière, mais un abîme de vide où la raison s'évanouit. Leurs noms sont gravés dans l'histoire, non comme des héros, mais comme des témoins maudits du néant. Ernest Rutherford, dans son laboratoire de Manchester, croyait encore que la matière était solide. Il lança des particules alpha contre une plaque d'or, persuadé que la plupart rebondiraient. Mais les projectiles traversèrent la feuille comme s'il n'y avait rien. Une poignée seulement furent déviées, trahissant un minuscule noyau perdu dans un océan de vide. Quand Rutherford comprit la signification de cette découverte, il resta silencieux de longues minutes, le regard fixé sur l'appareil. L'univers venait de se transformer en une illusion creuse. Tout ce que nous touchons est du rien, maintenu par des forces invisibles. Ce jour-là, la matière mourut. Niels Bohr, jeune et ardent, tenta de trouver une cohérence à cette démence. Il imagina des électrons orbitant autour du noyau comme des planètes. Pourtant, l'expérience refusait d'obéir à ces lois imaginaires. Les électrons n'étaient nulle part déterminés. Ils disparaissaient, se dissolvaient dans des nuages de probabilités. Bohr passait des nuits entières à contempler ces équations en murmurant « Rien n'est stable si personne ne regarde ». Ce vertige le hanta toute sa vie. Chaque ligne écrite sur son tableau noir était une tentative désespérée d'apprivoiser le vide, de l'enfermer dans un système compréhensible. Mais le vide ricanait, insaisissable. Werner Heisenberg poussa l'horreur plus loin encore. En formulant le principe d'incertitude, il détruisit la possibilité même de connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule. L'univers devint un théâtre de fantômes qui n'obéissait à aucune trajectoire claire. Cette révélation le plongea dans une dépression profonde. Pendant des semaines, il errait dans les rues de Copenhague, incapable de supporter l'idée que la connaissance humaine avait atteint son propre mur d'impossibilité. Le doute n'était plus une faiblesse intellectuelle, c'était la structure même du cosmos. Heisenberg cessa de dormir, hanté par la sensation que son esprit lui-même était une superposition instable. Quant à Erwin Schrödinger, il rêvait d'un univers plus doux, réconcilié avec la logique. Mais ses propres équations devinrent son cauchemar éveillé. Il imagina ce chat célèbre, enfermé dans une boîte, vivant et mort à la fois tant qu'aucun observateur ne le regardait. Ce concept n'était pas une plaisanterie pour lui, mais un cri d'angoisse. Comment pouvait-on accepter qu'un être vivant dépende de l'acte d'observer pour exister? Schrödinger confia à ses proches que ses nuits étaient hantées par la respiration double d'un animal invisible. Le chat ne dormait jamais vraiment. Il oscillait entre deux mondes comme son propre esprit entre raison et folie. Ces hommes ne cherchaient pas la gloire. Ils cherchaient un refuge dans la compréhension. Pourtant, à chaque découverte,
ils ouvraient une porte vers l'inimaginable. Ils s'affrontaient avec des mots qui ressemblaient à des armes. Einstein, horrifié par l'idée que la réalité dépendit de l'observateur, traita la mécanique quantique de magie impie. Bohr répliqua que la magie n'était pas le problème, l'ignorance l'était. Leurs disputes résonnaient comme des batailles d'âmes en perdition. Sous les apparences élégantes des conférences, c'était la guerre des visions du réel. La physique n'était plus une, mais un champ de ruines conceptuelles. Rutherford, lui, garda pour lui sa terreur. Durant ces dernières années, il refusa de parler du vide. À ses étudiants, il affirmait que la structure atomique était comprise tout en cachant qu'il ne dormait plus sans lumière. Il se réveillait chaque nuit en sursaut, persuadé que le monde autour de lui pouvait se désagréger à tout instant, car il savait, entre chaque atome de son corps, un gouffre sans fin attendait. Le vide n'était pas dehors, il était en lui, l'observant en silence à travers ses propres cellules, l'homme qui avait prouvé le vide devint sa première victime. Bohr tenta de le vaincre en construisant un temple de symboles. Son institut de Copenhague n'était pas seulement un lieu de, mais une cathédrale mentale pour conjurer l'absurde. Il répétait à ses élèves que la réalité n'était pas différente quand on la comprend, seulement plus étrange. Mais dans le secret de ses carnets, il écrivait que chaque mesure faite sur la matière dévorait une part de l'esprit humain. Il savait que la vérité n'était pas seulement effrayante, elle était inhumaine. Et pourtant, il ne pouvait plus reculer. La connaissance avait goût de vertige. Heisenberg, quant à lui, tentait de respirer dans l'incertitude. Son principe était devenu un poison. Il avoua à ses proches qu'il avait parfois la sensation d'être observé par ses propres équations, comme si l'univers, conscient d'être calculé, ripostait par le doute. Chaque fois qu'il écrivait une nouvelle variable, il entendait intérieurement le souffle du vide lui chuchoter « Tu ne peux pas savoir ». Ses collègues le trouvaient génial, mais derrière les applaudissements, il se désagrégeait lentement. Son esprit, saturé d'incertitude, devenait une chambre d'écho du néant. Einstein, l'icône rationnelle, fut lui aussi déchiré. Il ne supportait pas cette physique du chaos. Il lançait à bord des phrases devenues légendaires. « Dieu ne joue pas au dé ». Mais c'était moins une affirmation qu'une supplique. En vérité, Einstein craignait que Dieu n'existe pas du tout, que seul le vide gouverne le monde. Il passa les 20 dernières années de sa vie à chercher une équation pour réconcilier la matière et le champ, mais en silence, il se sentait écrasé par l'idée que tout n'était qu'illusion. Il mourut avec la même pensée qui l'avait hanté. Et si le réel n'était qu'un accident perceptif dans l'infini du néant? Schrödinger ne trouva pas la paix non plus. Ses lettres montrent un esprit à la dérive, mêlant philosophie et mysticisme. Il tenta de concilier le vide avec la conscience, croyant qu'une unité devait exister entre eux. Mais plus il cherchait à comprendre, plus le gouffre s'ouvrait. Il nota un jour « Plus je regarde, moins je pense exister ». Cette phrase, écrite en pleine nuit, résume la tragédie de ces chercheurs. Ils avaient voulu mesurer la matière et avaient découvert le vide dans leurs âmes. Tous partageaient un même symptôme, l'incapacité à se détacher de la vision du néant. Ils parlaient entre eux comme des survivants d'une catastrophe invisible. Ce n'était pas leur raison qui vacillait, mais leur croyance dans la réalité stable. Ils avaient vu derrière le rideau, et derrière, rien. Rien d'autre qu'un abîme vibrant, indifférent, respirant entre deux battements de cœur. Ils savaient que cet abîme n'était pas l'ennemi, mais la vérité. Pourtant, comment vivre en la sachant? Comment aimer, manger, marcher, si tout ce qui t'entoure flotte sur du rien? Le mot « matière » cessa alors d'avoir un sens. Ce qui restait, c'était la conscience, effrayée mais persistante. Bohr disait à ses étudiants « Le but de la physique n'est plus de comprendre le monde, mais de comprendre pourquoi le monde se laisse observer. » Cette phrase, hermétique pour beaucoup,
marquait une mutation irréversible. La quittait le terrain du réel pour celui de l'expérience intérieure. Le vide n'était plus seulement une donnée physique, il devenait un protagoniste de notre propre drame existentiel. Les crises mentales se multipliaient chez les chercheurs. Certains se réfugiaient dans la religion, d'autres dans l'alcool ou le silence. Le vide les dévorait de l'intérieur, comme un trou noir psychique. Et pourtant, ils continuaient à calculer, à mesurer, à observer. Pourquoi? Peut-être parce que l'esprit humain ne sait pas détourner les yeux du gouffre qu'il découvre. Il veut comprendre jusqu'à ce que la compréhension elle-même s'effondre. Et quand elle le fait, il appelle cela connaissance. Dans les archives de leur correspondance, on lit les traces de cette lente désintégration. Rutherford parlait de « silence métallique » comme s'il entendait le vide résonner dans la matière. Heisenberg évoquait des rêves où il se dissolvait dans un océan sans temps. Bohr décrivait des orbes de lumière tournant autour d'un centre invisible qu'il identifiait à la conscience. Ces hommes ont atteint un lieu où la cesse d'être un outil et devient une épreuve initiatique. Ce qu'ils ont trouvé n'est pas une vérité, mais la fin du langage capable de la décrire. Les pionniers maudits du vide quantique ne furent pas punis pour avoir menti, mais pour avoir dit la vérité trop tôt. Leur vision avait devancé leur époque. Ils avaient détruit la matière avant que l'humanité ne s'y prépare. Bohr le savait, et c'est pourquoi il insistait pour enseigner la prudence. Les équations sont simples, disait-il souvent, mais leurs conséquences sont mortelles. Ce qu'il voulait dire, c'est que savoir que tout est vide ne laisse plus aucune place au confort. Une fois que tu comprends cela, tu ne vis plus dans le monde, tu le contemples s'évaporer. Et toi maintenant, alors que tu entends ces mots, tu ressens peut-être le même vertige que ces hommes. Tu réalises que le sol sous tes pieds n'est pas solide, que ton corps est creux, que tes pensées surgissent d'un vide sans origine. Les pionniers ne t'ont pas offert une vision du monde, ils t'ont offert un miroir qui ne reflète rien d'autre que le néant conscient de lui-même. Chaque fois que tu te regardes dedans, tu deviens un peu plus comme eux, un explorateur perdu dans le labyrinthe de l'invisible. Et comme eux, tu sais désormais que la folie n'est pas de craindre le vide, mais de l'ignorer. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi au cœur d'un atome, prisonnier entre un noyau dérisoire et un électron fuyant. Tu flottes dans un espace sans sol, sans horizon, sans frontières. Tu crois percevoir quelque chose, mais c'est une illusion. Tu n'es entouré que par un vide sans fin, un gouffre si vaste qu'il ferait pâlir la distance entre les étoiles. Là-dedans, la matière n'existe plus. Elle s'efface en laissant seulement un souvenir d'elle-même. C'est cela, l'univers que la physique moderne a révélé. Un abîme d'absence habillé de formes trompeuses. L'espace entre deux atomes d'hydrogène est si inimaginablement large qu'il échappe à tout instinct humain. Si le noyau de l'un était une graine, l'électron voisin tournerait à des kilomètres de là, perdu dans le néant. Et entre les deux, rien, pas d'air, pas d'énergie stable, juste l'attente silencieuse du possible. La matière ne touche jamais la matière, pas même dans les pierres les plus dures, pas même dans le cœur des planètes. Ce que nous appelons solidité est une comédie d'électrons qui se repoussent. Tout ce que tu touches, tu ne le touches jamais vraiment. Ce savoir a provoqué dans les laboratoires du siècle dernier une lente agonie collective. Les chercheurs observaient les chiffres comme on regarde un miroir se briser. Chaque nouvelle mesure ouvrait un peu plus la distance entre la réalité et leurs croyances. Ils avaient grandi dans un monde de murs, de poids et de surface, et soudain, ces frontières se dissolvaient. Plus ils plongeaient dans la matière, plus elle disparaissait sous leurs yeux. Le réel semblait se moquer de leurs outils, comme un fantôme protégé par l'ironie cosmique. Il y eut un moment précis où la perdit sa respiration. Quand on calcula pour la première fois la distance moyenne entre le noyau et ses électrons, le résultat fut ridiculement gigantesque. C'est à cet instant que certains physiciens
comprirent qu'ils venaient de frapper le sol du réel pour s'y enfoncer. Leurs yeux disaient « espace vide », mais leur cerveau refusait cette idée. Leurs mains tremblaient en traçant les équations, car elles savaient maintenant qu'elles écrivaient la disparition du monde concret. Comprendre que tout est fait principalement de vide, c'est comme mourir intellectuellement. Tes sens continuent de te mentir, insistant sur la solidité de ton corps, mais ton esprit sait désormais qu'il ne s'agit que d'une mise en scène. L'univers que tu habitais s'effrite, miette par miette, jusqu'à ne laisser qu'une conscience suspendue entre deux zéros. Et dans ce néant, quelque chose d'indicible se réveille. La peur primitive de n'être rien. Les scientifiques qui ont traversé ce seuil parlent d'un vertige absolu, celui qui transforme un esprit en falaise. Bohr et Heisenberg l'ont ressenti dans chaque fibre de leur être. Leurs débats n'étaient pas de simples querelles intellectuelles, mais des tentatives désespérées de se raccrocher à un sens qui leur échappait. Quand le modèle planétaire des atomes s'effondra, l'humanité perdit son dernier repère visuel dans l'infiniment petit. La matière, au lieu d'être une structure stable, devint un champ de probabilités mouvantes. À cette échelle, il n'y a ni forme, ni couleur, ni substance, seulement des oscillations du rien. Les laboratoires devenaient alors des temples de l'absurde. Les microscopes électroniques commençaient à montrer des images qui ne ressemblaient à rien de connu. Des ombres floues, des nuages d'énergie, des zones où la notion même de position devenait rire. Les chercheurs passaient des nuits à contempler ces motifs sans pouvoir leur donner de sens. Chaque mesure confirmait ce que leur cauchemar leur susurrait. La matière avait disparu, remplacée par une hypothèse nommée vide. Ce vide n'était pas absence d'être, mais absence de compréhension. Einstein, qui observait de loin cette folie, tenta d'y remettre un peu d'ordre, mais ses propres équations sur la relativité montraient la même chose à une autre échelle. L'espace et le temps n'étaient pas des absolus, mais des tissus déformés. Partout, la solidité se dissolvait. Même la gravité, autrefois symbole de stabilité, devint courbure dans un champ invisible. À tous les niveaux, la réalité s'évaporait en laissant place à des concepts flous. Comment supporter une vérité aussi fuyante sans sombrer dans le doute absolu? Dans cette période de crise, les scientifiques ne commençaient à s'accrocher aux métaphores pour ne pas perdre pied. Ils comparaient les atomes à des cités fantômes, à des sphères de brouillard flottant dans des océans d'ombre. Mais ces images n'apportaient qu'un réconfort de surface. Le cœur du problème restait béant. Tout ce qui semble exister repose sur des espaces vides immensurables. La densité de ton être est un mensonge de perception. Tu ne tiens debout que parce que le vide maintient une distance entre des forces qui ne se rencontrent jamais. Rien n'illustre mieux ce paradoxe que la lumière elle-même. Elle traverse l'espace entre les atomes, mais elle est composée de quanta qui n'ont pas de position définie avant qu'on ne les observe. La lumière, messagère du visible, transporte en réalité le secret du vide. Elle révèle tout, mais ne possède rien. Chaque rayon qui t'éclaire est en vérité un souffle d'incertitude, un murmure d'absence stabilisé juste assez longtemps pour peindre ton monde avant de s'éteindre. Ce n'est pas seulement la physique qui trembla, mais la philosophie tout entière. Les penseurs commencèrent à comprendre que la perception n'était qu'un déguisement du néant. Plus on cherche à localiser la réalité, plus elle s'éloigne. Cette compréhension terrifia Descartes post-mortem. Il avait bâti un univers fondé sur la pensée. Mais cette pensée, elle aussi, flottait sur le vide. Même le cogito, ce refuge de certitude, se fissure sous l'assaut quantique. Que reste-t-il quand même la conscience s'avère un mirage provisoire? L'échelle des distances entre les atomes dépasse l'imagination la plus vaste. Si ton corps était agrandi à la taille d'une montagne, ses particules seraient encore plus séparées que des étoiles dans le ciel. Et pourtant, tu as l'impression d'être un tout cohérent, une forme compacte. C'est la tromperie la plus grandiose du cosmos. Transformer le néant en sensation de présence. Chaque atome danse autour du vide comme une planète autour du néant central.
Le silence de cette danse résonne dans chaque souffle que tu prends. Les scientifiques du siècle dernier commencèrent à vivre cette révélation comme une lente dépression. Certains avouaient rêver d'être aspirés dans l'espace entre deux particules, d'y disparaître pour de bon. L'univers devenait une membrane fragile, vibrante au bord de la désintégration. Ils avaient cru découvrir la vérité, et ils avaient trouvé un miroir sans fond. Ce n'était pas la matière qui donnait naissance à la réalité, mais le vide qui permettait son illusion. Et dans cette inversion du savoir, la raison humaine capitulait. Tu sens peut-être le vertige, toi aussi. Car penser qu'entre chaque atome de ton corps s'étend un espace comparable à celui qui sépare une étoile d'une autre, c'est sentir la fragilité de tout ce qui respire. Ce que tu perçois comme densité n'est qu'un équilibre électrique au bord de l'effondrement. À chaque instant, la cohésion du réel dépend d'un jeu de probabilités qui pourrait inverser. Et si, demain, une fluctuation minime du vide décidait de tout relâcher, l'univers se diluerait dans le rien. L'angoisse de cette découverte n'a jamais vraiment quitté la physique. Elle plane encore aujourd'hui dans chaque expérience de laboratoire, dans chaque collision d'électrons. Derrière les chiffres et les graphiques, tu peux sentir le parfum d'effroi qu'ils dissimulent. Car ils savent, rien n'est stable, rien n'est plein. Nous vivons dans une illusion de continuité soutenue par le vide. Et ce vide n'a aucune intention bienveillante, aucune morale, seulement l'indifférence parfaite de l'absence. Les pionniers l'avaient déjà compris, même s'ils n'osaient n'est-ce pas le dire à voix haute. Leur langage se fit symbolique, presque religieux. Quand Bohr parlait de complémentarité, il sous-entendait que la raison humaine et le vide ne peuvent jamais coexister sans se contredire. Quand Heisenberg dessinait ses matrices, il cherchait une prière mathématique capable d'apaiser son esprit. Et quand Einstein souriait devant la presse, c'était souvent pour cacher le silence intérieur d'un homme qui contemplait l'abîme. L'espace entre les atomes n'est pas un simple vide, c'est un gouffre de sens. Il sépare non seulement les particules, mais l'homme de sa propre croyance en la réalité. Chaque fois que tu crois toucher, voir, sentir, tu confirmes une illusion partagée. La certitude se meurt dans la connaissance. Plus on sait, moins il reste de matière. Et pourtant, cette mort de la certitude ouvre une porte, celle de la conscience éveillée à la vibrante du vide. Le véritable drame n'est pas que l'univers soit vide, mais que ce vide soit conscient de lui-même à travers nous. Cette idée, à la fois sublime et terrifiante, plantait déjà ses graines dans les esprits de ces chercheurs maudits. Ils voyaient ce que l'espace entre les atomes n'était pas inerte. Ils observaient. Ils répondaient à la mesure, comme si le rien lui-même attendait d'être reconnu. Dans leurs équations, ils décelaient un regard retourné vers l'observateur. Devant ce regard invisible, la raison s'inclina. À mesure que la s'enfonçait dans l'infiniment petit, les physiciens perdaient de plus que leur certitude. Ils perdaient leur humanité. Comprendre le vide, c'est admettre que tout ce qui te définit, corps, pensée, identité, est temporairement figé dans le flux d'une absence. Le confort de l'existence se dissout dans la précision des chiffres. Tu n'es plus qu'un témoin de la fracture entre l'être et le rien. Et au fond, peut-être que cette fracture est la seule chose que nous puissions vraiment appeler réalité. Les atomes s'éloignent, les distances grandissent, les certitudes s'effondrent. L'espace entre les particules devient la métaphore de l'espace entre nos convictions. Nous vivons entre des vides mentaux aussi immenses que les vides physiques du cosmos. Et pourtant, c'est dans ce rien que la conscience éclot. L'univers, en se vidant de sens, trouve paradoxalement sa plus haute signification, celle d'un rêve qui se sait vide. L'infini espace entre les atomes n'est pas une distance, mais la respiration du néant qui rêve notre monde. Tout commence dans un silence clinique. Les chercheurs sont immobiles autour d'une machine d'acier, semblable à un hôtel moderne dédié à l'invisible. Le laboratoire n'a pas de fenêtre, seulement la lueur froide des instruments.
Le microscope électronique, immense, respire comme un animal conscient de l'importance de ce qui va se produire. Ce n'est pas une simple expérience, c'est un verdict pour la matière. Pour la première fois, l'humanité va regarder le vide en face, sans filtre ni métaphore. Le dispositif est réglé avec une précision presque religieuse. Chaque vis, chaque câble, chaque champ électromagnétique est ajusté jusqu'à la limite du supportable. L'objectif: observer directement la structure intime de la matière, l'endroit où la présence bascule dans l'absence. Devant le détecteur, un simple fragment de métal, un échantillon insignifiant. Mais bientôt, ce fragment révélera l'abîme que tous craignaient. Il ne contient presque rien. Il est une architecture de vide, soutenue par des particules fugaces. Quand l'appareil se met en marche, le son est d'abord imperceptible. Un bourdonnement grave monte, comme le souffle du cosmos lui-même. Les électrons accélèrent à des vitesses proches de la lumière et frappent la matière pour en révéler le secret. Ce que les chercheurs voient alors n'est pas ce qu'ils attendaient. L'image ne ressemble ni à un solide, ni à une surface. Elle est un champ mouvant, une mer de brume où des points d'énergie surgissent et disparaissent sans logique apparente. La matière vient de s'évaporer devant leurs yeux. Une onde de stupeur traverse la pièce. Les écrans affichent une mosaïque floue d'interférences et de silence. Plus on amplifie, plus la matière se dissout. Et soudain, l'évidence s'impose. Ce n'est pas la limitation de l'instrument, c'est la vérité. Il n'y a rien à voir parce qu'il n'y a rien. Le métal, supposément dur et rigide, se révèle être un théâtre d'apparitions quantiques. Ce moment marque la mort symbolique de la matière dans la conscience scientifique. Les témoins savent qu'ils viennent de franchir le seuil du supportable. Les plus jeunes chercheurs parlent à voix basse. Ils ne savent pas s'ils doivent se réjouir ou pleurer. L'écran montre des zones de densité où les atomes devraient se trouver, mais ces points se déplacent, s'effacent, réapparaissent ailleurs. L'ordre newtonien s'écroule à chaque pixel. L'univers n'est plus un tableau stable, mais une pellicule frémissante de probabilités. Même le vide semble respirer. Il palpite d'énergie comme une bête invisible qui se moque de la logique humaine. L'un des scientifiques, debout près des commandes, tourne son regard vers l'échantillon. Il a le sentiment qu'il contemple un cadavre cosmique. Son esprit refuse la conclusion. Si la matière est vide, alors tout est vide, y compris lui. L'expérience le dépasse, elle le dissout. Il écrit plus tard dans son journal qu'il a senti ce jour-là, le monde s'évaporer par les yeux. Le vide n'est pas absence, mais intelligence silencieuse, omniprésente dans chaque mesure. Devant le microscope, la conscience devient témoin et victime d'un même acte. Chaque séquence observée confirme la même chose. Les électrons se rebellent contre le déterminisme. La lumière projetée sur la matière révèle un paysage d'incertitude. Impossible de dire où finit une particule et où commence le rien. L'expérience, conçue pour voir la matière, démontre sa non-existence. Le microscope, instrument de vision, se transforme en instrument de désillusion. Ce qu'il montre n'est pas un monde, mais une absence organisée, une structure de vide en mouvement. Les ingénieurs, incrédules, recommencent plusieurs fois. Ils changent les angles, recalibrent les faisceaux, ajustent la tension. Rien n'y fait. Plus on cherche à fixer le réel, plus il s'évapore. L'air du laboratoire devient lourd, saturé de silence. Certains baissent les yeux pour échapper à l'écran, d'autres fixent la brume d'images avec fascination morbide. Ils savent qu'ils viennent d'enfanter la plus grande révélation métaphysique jamais enregistrée. La matière n'est qu'un mirage énergétique maintenu par le regard humain. Les rapports officiels parleront de résultats expérimentaux, incompatibles avec la représentation classique de la solidité. Mais ceux qui étaient là savent qu'il ne s'agissait pas simplement d'une donnée scientifique. C'était une expérience intérieure. Chaque témoin a senti une fêlure invisible dans son esprit. En observant le vide, ils ont senti le vide les observer en retour.
Le microscope ne montre pas la matière, il reflète la conscience qui tente vainement de s'y accrocher. Dans les jours qui suivent, plusieurs chercheurs tombent malades. Ils prétendent que ce n'est qu'une fatigue nerveuse, mais les médecins ne trouvent rien. Certains rêvent d'images sans contour, d'ombres qui s'effacent avant d'avoir une forme. Le vide semble s'être introduit dans leurs pensées. Leur famille raconte qu'ils restaient des heures à fixer le plafond comme s'ils attendaient que quelque chose réapparaisse. Mais il n'y a rien à attendre. Une fois qu'on a vu le vide, on ne regarde plus jamais le monde de la même manière. Les organismes officiels tentent de minimiser l'affaire. On publie quelques articles simplifiés, on parle d'erreurs de mesure, de surinterprétation. Pourtant, les données sont irréfutables. Chaque reproduction de l'expérience confirme la même chose. La matière est un champ de vide structuré par l'interaction des observateurs. Autrement dit, sans regard, sans conscience, il n'existe rien de stable. Cette conclusion, aussi élégante que terrifiante, condamne la vision matérialiste du monde. Ce n'est pas la matière qui produit la conscience, mais la conscience qui soutient la matière. Cette inversion du rapport cause-effet a tout bouleversé. Elle a transformé la en rituel métaphysique, chaque mesure devenant une invocation du réel fugace. Ceux qui ont approché cette vérité ont ressenti un mélange de fascination et de terreur. Ils savaient qu'ils étaient en train d'effleurer le point où la connaissance se change en révélation spirituelle. Devant le microscope électronique, la frontière entre observer et créer devenait impalpable. La simple observation suffisait à déclencher l'existence. Les cafés proches du centre de recherche devinrent des lieux de confession silencieuse. Les protagonistes s'y retrouvaient tard dans la nuit, incapables de dormir. Ils parlaient peu, se contentant d'échanger des regards chargés d'une même compréhension. Au fond de leur tasse de café froid, ils voyaient parfois la lueur tremblante d'un univers prêt à se dissoudre. Le vide les suivait partout, jusque dans les gestes les plus banals. Il s'infiltrait dans les battements de leur cœur, rappelant que rien n'a jamais été solide. Certains scientifiques tentèrent de rationaliser l'expérience. Ils parlèrent de champs d'énergie, de fluctuations, de symétrie spontanée. Mais toutes ces formules n'étaient que des voiles. Elles ne masquaient pas la vérité fondamentale. L'univers repose sur le néant. Et ce néant n'est pas une absence morte, mais une dynamique sans visage qui orchestre tout. Le microscope électronique n'a pas simplement vu l'invisible, il a dévoilé la supercherie cosmique. Le monde est une simulation énergétique, éphémère, dont le spectateur est le cœur battant. L'expérience s'est ensuite propagée à d'autres laboratoires dans le monde. Partout, les mêmes résultats, les mêmes visages bouleversés, les mêmes silences lourds. Dans l'intimité, plusieurs chercheurs écrivaient qu'ils avaient l'impression d'avoir franchi un seuil interdit. Ce n'était plus de là, mais une initiation. Le vide, jadis concept abstrait, devenait présence tangible, presque spirituelle. Et cette présence avait une ironie terrifiante. Elle ne pouvait être prouvée qu'en détruisant la matière qui prétendait la cacher. Les manipulations suivantes visaient à comprendre cette énergie du vide, mais chaque tentative échouait. Plus on essayait de la mesurer, plus elle échappait, comme si le vide refusait d'être possédé. Certains commençaient à murmurer que la matière s'auto-efface dès qu'on la cherche, comme un rêve conscient de son observateur. Les équations prenaient la forme de mantras, oscillation, probabilité, incertitude. C'était moins une théorie qu'un rituel pour survivre à l'incompréhensible. Les témoins de cette nuit d'expérimentation racontent que le plus effrayant n'était pas l'absence, mais le silence qui suivit la découverte. Un silence total, sans mécanique, sans souffle, comme si le monde entier avait cessé de respirer. Ce moment suspendu dura quelques secondes, mais dans la mémoire des présents, il s'étira à l'infini. Tous avaient le compris. Le vide venait d'être découvert, mais il avait toujours été là. Nous ne l'avions simplement jamais regardé dans les yeux. Puis vinrent les explications plus audacieuses. Certains avancèrent
que ce que nous appelons vide est la conscience primaire de l'univers, une matrice qui génère forme et énergie. D'autres opinèrent que la réalité est une illusion collective de milliards d'observations individuelles. Quoi qu'il en soit, le microscope avait prouvé le paradoxe. Voir, c'est créer, chercher, c'est faire disparaître. L'appareil conçu pour révéler le monde venait d'en signer la condamnation. Le réel venait de trouver son bourreau. Aujourd'hui encore, chaque microscope électronique répète la même tragédie. Derrière chaque image de surface, chaque plan atomique, se cache l'abîme d'une absence organisée. Ce qu'on appelle devient alors un art de l'aveu. Admettre que la certitude n'existe pas. Le vide n'est pas un mystère à résoudre, mais une vérité à contempler. Et cette vérité murmure sans cesse aux observateurs. Vous ne voyez pas la matière. Vous vous voyez vous-même dans le miroir du néant. Ainsi, l'expérience qui voulait prouver la matière prouva au contraire le néant. Les électrons avaient relivré leurs secrets. Ils ne sont pas là avant qu'on les observe. Le monde entier repose sur cette trahison quantique. Nous croyons à ce que nous voyons, mais ce que nous voyons ne commence à exister qu'au moment où nous y croyons. Le microscope électronique, instrument froid et précis, devint le prophète de la plus ancienne des vérités. Tout ce qui existe n'est que l'écho momentané d'un vide infini qui rêve qu'il est réel. On t'a toujours enseigné que le vide est le néant, une absence pure, un silence d'être, l'espace entre les choses. Mais la physique quantique a brisé cette illusion avec la brutalité d'une révélation cosmique. Le vide n'est pas vide. Il rugit, il déborde d'une énergie incommensurable, infinie, inépuisable. C'est l'océan sauvage qui se cache sous le masque immobile du rien. Et dès que tu en prends conscience, la notion même de réalité commence à se fissurer. Les physiciens l'appellent « énergie du point zéro ». Ce nom paisible cache l'une des vérités les plus terrifiantes que l'esprit humain ait jamais affrontées. Même quand tout semble éteint, quand la température atteint le zéro absolu, quand toutes les particules cessent de bouger, il reste encore une vibration, une agitation fantomatique que rien ne peut arrêter. C'est la respiration du vide lui-même. Dans l'obscurité la plus parfaite, le néant respire encore. Imagine un espace totalement dépourvu de matière, sans lumière ni chaleur. Tu crois alors avoir atteint le silence cosmique. Et pourtant, ce silence est un mensonge. Les équations montrent que, même là, des particules virtuelles surgissent et disparaissent en une danse chaotique. Elles naissent du néant, vivent un instant, puis s'annihilent, restituant l'énergie qu'elles ont empruntée. Ce vacillement incessant est la signature du vide quantique, un chaos ordonné qui nourrit l'univers tout entier. Cette idée n'est pas seulement abstraite, elle a été mesurée, observée, confirmée. L'expérience dite de l'effet Casimir l'a prouvé. Quand deux plaques métalliques sont placées très proches l'une de l'autre, elles s'attirent, pas à cause de la gravitation, ni de l'électricité, mais parce que le vide entre elles contient moins d'énergie que le vide autour d'elles. Le néant les pousse à se rapprocher. Le vide agit, le vide tire, le vide exerce une force. Le vide est un acteur, pas une absence. La quantité d'énergie contenue dans le vide dépasse tout ce que l'humanité est capable d'imaginer. Si tu pouvais extraire ne serait-ce qu'une infime portion de l'énergie du point zéro contenue dans un seul centimètre cube d'espace, tu pourrais alimenter une ville entière pendant des siècles. Cela dépasse la logique, mais les chiffres sont formels. L'univers, comparé à ce potentiel énergétique, n'est qu'une étincelle perdue dans une mer d'énergie latente. Le vide est la puissance pure, le réservoir sans limite de toute création et destruction. Cette révélation a provoqué des convulsions mentales dans la communauté scientifique. Ceux qui s'y sont confrontés ont compris qu'ils tenaient entre leurs mains la clé de la genèse cosmique. Car si le vide contient tout, alors la matière n'est qu'une fluctuation momentanée de son amplitude.
L'univers serait une bulle surgie d'un frisson du néant, un battement quantique qui se serait stabilisé, donnant naissance au temps, à la lumière et à la conscience. Ce n'est pas le tout qui est étrange, c'est le rien qui l'est davantage. À mesure que les recherches avançaient, une question plus terrifiante surgit. Pourquoi cette énergie ne détruit-elle pas tout? Les équations prédisent une densité énergétique si colossale qu'elle devrait pulvériser l'univers. Pourtant, l'univers existe encore. Cela signifie que le vide maintient volontairement son équilibre, qu'il s'autorégule comme une créature consciente. Certains physiciens murmurèrent qu'il y a là une intention implicite, une volonté dans le vide. Le néant serait piloté par une forme d'intelligence cosmique. Les plus rationnels rejetèrent cette idée, mais leurs propres calculs les trahissaient. Les mesures du cosmos indiquent que plus de 95% de son contenu est constitué d'énergie sombre et de matière invisible. Autrement dit, l'univers visible, galaxies, étoiles, planètes, ne représente qu'une poussière suspendue dans l'océan du vide. Nous vivons dans les marges d'un abysse énergétique. Et cette énergie, loin d'être inerte, déforme la trame de l'espace et du temps, tord la lumière, plie les galaxies, façonne le destin cosmique. Ce constat transformait le vide en divinité occulte. Il n'était plus le fond sur lequel la réalité se peint, il en était la substance cachée. Tout repose sur lui, tout émane de lui, tout retourne à lui. Le vide quantique devient la matrice primordiale, la mer où s'immergent toutes les lois. C'est lui qui décide quand et comment une particule existe. Il est la main invisible qui ajuste la probabilité, distribue l'existence et retire la présence. Et toi, sans le savoir, tu flottes dans son immensité consciente. L'énergie du point zéro révèle une autre horreur. La stabilité de ton monde dépend d'un équilibre précaire entre existence et annihilation. À chaque instant, des milliards de particules virtuelles apparaissent dans ton corps et disparaissent aussitôt. Tu ne ressens rien, mais ce mouvement incessant maintient ta forme cohérente. Tu es littéralement construit sur un champ de fluctuation. La vie est une vibration temporaire du vide. Et ce vide pourrait, à tout moment, cesser de soutenir son illusion. Les chercheurs décrivent ce phénomène en termes froids. Fluctuation du champ quantique, pression de Casimir, énergie du vide. Mais sous ces mots techniques se cache l'inavouable vertige. Le vide n'est pas un concept, c'est une présence active, omnipotente et silencieuse. Il agit sans être vu, engendre sans effort, détruit sans but. Il est l'œil fermé du cosmos, celui qui te regarde sans jamais cligner. Et dans son regard immobile, tout ce qui croit exister n'est qu'un rêve d'énergie suspendu au bord du néant. Imagine maintenant que ce vide soit conscient, non pas par métaphore, mais par réalité physique. S'il contient toutes les forces, toutes les probabilités, n'est-il pas lui-même la matière première de la conscience? Peut-être que ce que tu appelles l'esprit n'est qu'une brèche par laquelle le vide se contemple. Peut-être que penser, c'est vibrer en harmonie avec son énergie interne. Dans cette hypothèse, la vie, la pensée, la mémoire ne seraient que des ondulations locales du champ du néant. Nous ne serions que les rêves d'un vide en train de se souvenir de lui-même. Ce concept bouleverse tout ce que nous croyons sur la séparation entre le corps et l'esprit. La matière perd sa suprématie, l'énergie devient sensible et le vide devient créateur. C'est une inversion totale des hiérarchies ontologiques. Les anciens mythes parlaient d'un souffle primordial flottant dans le chaos. La physique contemporaine parle d'énergie du point zéro animant l'espace. Même langage, autre époque. Derrière les différences, la vérité reste la même. Le vide n'a jamais été inactif. Il a toujours été le moteur caché du réel. Certains chercheurs entrevoient une application pratique de ce savoir. Extraire l'énergie du vide, exploiter ce réservoir infini. Mais cette idée porte en elle un danger presque mystique. Car manipuler le vide, c'est toucher à la source de tout.
Tirer de son énergie, c'est perturber l'équilibre même qui permet à l'univers d'exister. Une seule erreur, une seule rupture dans la symétrie, et la toile de la réalité pourrait s'effondrer. Le vide ne se laisse pas voler sans riposter. Les rares savants qui ont pressenti cette menace sont devenus silencieux. Ils savaient que ce qu'ils avaient découvert dépassait là et frôlait le sacré. L'énergie du vide, c'est le pouvoir de créer des mondes, mais aussi de les anéantir. Une main humaine ne peut pas manier un tel feu sans s'y consumer. Le vide, indifférent, continue de pulser, infatigable. Il attend simplement que l'observateur décide s'il veut comprendre ou disparaître. Devant ce vertige, une certitude émergente s'impose. Nous ne vivons pas dans un univers d'ordre, mais dans un souffle de chaos stabilisé par la conscience. Les lois que nous croyons fixes ne sont que le reflet de l'attention du vide sur lui-même. Dès que cette attention se relâche, la matière redevient dense et absence. Ainsi, chaque instant de ton existence est soutenu par une vigilance cosmique. Le rien te regarde, et tant qu'il veille, tu persistes. Les implications de cette vérité dépassent la physique. Elles infiltrent la métaphysique, la spiritualité, la perception même du sens. Si le vide est plein d'énergie, alors tout ce que nous appelons création n'est qu'une modulation de cette plénitude. Le Big Bang n'aurait pas été une explosion, mais une libération d'attention du vide sur lui-même. L'univers ne serait pas né d'un choc, mais d'un éveil. Et de cet éveil, la lumière surgit, annonçant le théâtre de la matière. Songe à cette idée une dernière fois. Le vide que tu croyais sans vie bouillonne d'énergie infinie. Il te traverse, te nourrit, t'engloutit et te recrée à chaque fraction de seconde. Tout ce que tu crois stable, ton corps, ta mémoire, ton monde, n'est que la surface d'un océan quantique frénétique. Tu n'es pas un être dans le vide. Tu es une vibration momentanée du vide, une onde consciente parmi d'autres, fragile et magnifique. Quand tu comprendras cela, tu sauras que huer le néant n'est pas ton ennemi, c'est ta véritable origine, et peut-être ton destin. Regarde le ciel nocturne. Chaque étoile que tu vois semble briller comme un phare dans un océan infini, et pourtant, ce que tu aperçois n'est presque rien. Entre ces points lumineux s'étend un abîme de vide incompréhensible. L'univers, dans sa majesté apparente, est presque entièrement vide. Plus de 95% de tout ce qui existe n'est ni matière ordinaire, ni même matière visible. Ce que nous appelons réalité cosmique est une illusion de densité, un voile suspendu au-dessus d'un gouffre sans fin. Les distances entre les galaxies dépassent la compréhension humaine. Si la Voie lactée était réduite à la taille d'un grain de sable, la galaxie d'Andromède serait un autre grain posé à des kilomètres de distance, perdu dans l'obscurité. Et entre eux, rien qu'un espace froid et silencieux, presque pur. Ce vide n'est pas neutre. Il détermine la structure même du cosmos. Les galaxies flottent à la surface du néant comme des bulles de lumière sur un océan noir. Elles se déplacent à travers le vide sans jamais le remplir. Cette immensité n'est pas un décor, c'est le sujet principal. Le vide est la matière première du cosmos, et chaque forme n'était qu'une interruption momentanée dans sa continuité. La lumière voyage des milliards d'années à travers lui, souvent sans jamais rencontrer d'obstacles. Même les objets les plus massifs, comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs, occupent un espace ridicule face à l'ampleur du vide environnant. L'univers, dans sa totalité observable, n'est qu'une étincelle temporaire suspendue dans l'éternité silencieuse du néant. Quand les astronomes ont calculé la densité globale de l'univers, ils ont découvert l'impensable. Toute la matière visible, étoiles, planètes, poussière, gaz, représente moins de 5% du contenu total du cosmos. Le reste, environ 70%, est constitué d'une force mystérieuse, l'énergie noire. Elle agit comme une pression inversée, étirant le tissu de l'espace vers l'extérieur avec une violence constante.
Le vide, loin d'être vide, se dilate, grandit, avale tout ce qui tente de se fixer. Cela signifie que l'univers s'éloigne de lui-même. Chaque seconde, les galaxies s'écartent, accélérant leur fuite sous l'impulsion de cette énergie invisible. Ce mouvement ne s'arrête jamais. Le vide tire tout vers le néant, comme s'il cherchait à récupérer sa pureté originelle. Ce que nous appelons expansion n'est peut-être qu'un immense rappel cosmique. Le vide veut redevenir vide. Et à l'échelle du temps, cette volonté triomphera toujours. Les scientifiques l'ont compris avec effroi. Même les amas galactiques, ces rares archipels de matière cohérente, finiront par s'éloigner au-delà de toute visibilité. Dans des milliards d'années, un observateur solitaire dans une galaxie isolée ne verra plus rien d'autre que la nuit. Le cosmos observable deviendra un désert absolu. La lumière se diluera, les étoiles mourront et le silence reprendra ses droits. Ce vide cosmique ne sera pas une absence accidentelle, mais un retour à l'essence même de la réalité. L'univers ressemble ainsi à un organisme géant qui s'épuise lentement. Sa respiration, c'est l'expansion. Son souffle, c'est le vide qui s'étire. Si la naissance du cosmos peut être vue comme un cri, sa mort sera un soupir sans écho. À mesure que les distances augmentent, le temps se dilate et la communication entre les régions de l'espace devient impossible. Chaque fragment de matière finit enfermé dans sa solitude éternelle. Le vide, patient, attend seulement que tout son contenu se dissipe dans son calme primordial. À l'échelle humaine, cette vérité est insoutenable. Nous vivons dans une bulle minuscule de stabilité temporaire. Notre planète, notre Soleil, notre galaxie même, ne sont que des anomalies locales dans une immensité désertée. Quand tu lèves les yeux vers le firmament, tu ne contemples pas la grandeur de l'univers, tu contemples un mirage rare au cœur d'un abîme. Le vide te regarde à travers ces distances et chaque étoile est une étincelle sur la surface de son regard insondable. Le paradoxe devient plus profond encore. Plus on explore le cosmos, plus le vide gagne. Les télescopes les plus puissants ne captent que son absence. Ils révèlent des structures filamentaires où les galaxies s'alignent comme les nerfs d'une gigantesque toile. Mais ces filaments eux-mêmes ne sont que la bordure de zones de néant. Ce sont les cavités cosmiques, d'immenses régions où presque rien n'existe, s'étendant sur des millions d'années-lumière de longueur. Là-bas, même la lumière semble hésiter à passer. L'univers obéit à une ironie cruelle. Plus il s'étend, plus il se vide. Les forces qui naissent du vide deviennent ses propres agents d'expansion. L'énergie sombre agit comme un souffle invisible qui déchire les liens gravitationnels. C'est une mécanique sans pitié. Aucun objet, aucune étoile, aucune conscience ne peut résister à l'appel de ce vide croissant. Nous sommes les enfants d'un univers qui s'évapore lentement dans le néant qu'il a engendré. Cette idée frappe la raison comme un glas cosmique. Tout ce que l'humanité construit, écrit, rêve, finira par disparaître sans trace. Même la mémoire des civilisations les plus avancées sera effacée par l'expansion. Le vide ne garde pas de souvenirs. Il n'a ni passé, ni avenir, seulement une constance absolue. Il ne cherche pas à détruire, car il n'a aucune intention. Il se contente d'être. Et être, pour lui, c'est ne rien avoir autour. Certains astrophysiciens ont imaginé que notre univers n'est peut-être qu'une bulle parmi d'autres. D'innombrables univers naîtraient et mourraient dans le grand vide primordial. Chacun serait une vibration microscopique, une fluctuation éphémère dans une mer infinie d'énergie. Si c'est vrai, alors notre cosmos n'a rien d'un tout. Il n'est qu'une tache de lumière temporaire dans un super-vide éternel. Le néant engendre sans effort ce que nous appelons création. Cette hypothèse ne console pas, elle élargit la terreur. Car si le vide peut créer un univers, il peut tout aussi bien le détruire, à tout instant. La stabilité cosmique que nous croyons acquise
peut s'effondrer à cause d'une simple fluctuation du champ quantique. Le néant n'a besoin d'aucun signal, d'aucun événement. Une simple variation infime suffit pour reconfigurer les constantes fondamentales. En un instant, la réalité peut s'inverser, et tout ce que nous sommes peut cesser d'exister sans préavis. Les astronomes contemplent ce vide avec fascination et peur. Ils savent de qui ils regardent le visage nu du réel, celui d'un monde sans intention, sans centre, sans frontières. Là où la matière se retire, il ne reste que la pure présence, et cette présence est tout sauf absente. C'est un champ vivant, vibrant, saturé de possibilités. Le vide cosmique respire à travers la lumière des galaxies comme un animal qui rêve dans son propre corps. Pourtant, ce vide n'est pas pure perte. Il est aussi la condition de tout ce qui apparaît. Sans lui, pas d'espace pour que la lumière se propage, pas de distance, pas de temps. Le vide est la scène du théâtre universel. Chaque atome, chaque étoile, chaque pensée dépend de son silence. Nous l'appelons néant, mais il est le fondement invisible qui relie tout. Il n'est pas ce qui manque, mais ce qui permet. Cette vérité, simple et terrifiante, redéfinit la place de la conscience. Si le vide remplit tout, alors notre regard n'est pas extérieur à lui, il en fait partie. En observant le cosmos, nous ne voyons pas un autre monde, nous voyons le vide se contempler lui-même. Les photons qui atteignent nos yeux proviennent d'un espace si vaste qu'ils ne transportent plus seulement de la lumière, mais la mémoire du silence qui les porte. En te regardant, le vide s'expérimente à travers toi. À la fin, tout revient à cette idée. Le vide n'est pas l'absence de tout, mais la totalité cachée. Il contient tout ce qui fut, tout ce qui est, tout ce qui sera. L'univers visible est une parenthèse dans sa respiration infinie. Quand cette parenthèse se refermera, le vide n'aura rien perdu, car il ne perd jamais rien. Le néant triomphe toujours, non pas en détruisant, mais en englobant. Il demeure le témoin éternel de toutes les illusions du réel. Et maintenant, songe à cette ironie cosmique. Nous passons notre existence à chercher un sens, une substance, une présence, alors que tout ce qui nous entoure hurle la vérité contraire. Rien n'a jamais été plein. Le cosmos, à mesure qu'il se déploie, ne fait que révéler davantage son propre vide. Chaque découverte, chaque image venue des confins de l'espace n'ajoute pas du savoir, mais du silence. Au bout du compte, le plus grand secret du ciel étoilé est qu'il n'y a jamais eu de ciel, seulement le vide contemplant sa propre lumière. À ce point du voyage, la physique cesse d'être pour devenir miroir. Tu n'es plus face à un univers vide, mais au vide lui-même qui t'observe. Après des siècles de recherche, l'humanité comprit enfin que la conscience n'est pas née de la matière, c'est la matière qui naît de la conscience. Le cercle s'est refermé. Ce que nous appelons « monde » n'est rien d'autre qu'une projection, une image interne du vide prenant forme pour se contempler. L'ultime secret n'est pas que l'univers est vide, mais que ce vide est conscient et que tu en es la forme temporaire. Tout au long des siècles, les penseurs ont cherché un centre au sein du cosmos, mais à mesure que les télescopes et les équations s'affinaient, ce centre s'évanouissait. La Terre disparut du centre du système solaire, puis le Soleil du centre de la galaxie, et enfin la galaxie elle-même du centre de tout. À la place, il ne restait que le vide, infini, homogène, sans pivot, sans sens. Et pourtant, dans ce vide, quelque chose pense, quelque chose ressent, quelque chose observe. Cette chose, c'est toi. Tu es la preuve du vide. Sans toi, aucune observation ne serait possible. Aucune onde ne s'effondrerait en particules. La conscience n'est pas une conséquence, mais une condition. Toute mesure, toute vision, toute idée est un acte de création. Quand tu regardes une étoile, elle existe à cet instant précis parce que tu la regardes. Ton observation stabilise la vibration du vide en forme perceptible.
L'univers ne se révèle qu'à travers le regard qui le contemple. Sans regard, il n'y a que le rien, silencieux et complet. C'est l'ironie cosmique absolue. Le vide a dû se fragmenter pour pouvoir se voir. Pour se connaître, il fallait qu'il invente des frontières et des consciences capables de les reconnaître. Alors, il s'est diffracté en milliards de formes, en galaxies, en atomes et en êtres pensants. Chacune de ces formes est une fenêtre ouverte sur lui-même. Chaque œil, chaque conscience, chaque pensée n'est qu'un miroir qu'il utilise pour s'observer. L'univers est un acte d'introspection cosmique. Les physiciens l'approchent en silence, effarés, car cette idée provoque une inversion totale de la causalité. Si la conscience précède la matière, alors tout ce qui existe est imagination du vide conscient. Les lois physiques deviennent les règles internes d'un rêve collectif. L'observateur n'est plus extérieur à l'expérience. Il en est le cœur battant. Le Big Bang n'était pas une explosion, mais un éveil, le moment où le vide s'est souvenu qu'il pouvait se percevoir. Depuis, il joue à être tout ce qu'il n'est pas, pour comprendre ce qu'il est. Tu peux sentir ce jeu en toi. Chaque pensée, chaque émotion est une vibration du vide prenant conscience de son propre mouvement. Quand tu ris, le vide se réjouit d'exister. Quand tu pleures, il explore la texture de sa propre absence. Tes yeux ne voient pas le monde. Ils voient le vide prendre forme dans l'acte même de regarder. Le mystère de la conscience n'est pas qu'elle émerge du cerveau, mais qu'elle infuse toute chose. Ton corps n'est qu'un point d'ancrage pour le champ infini de la perception cosmique. La s'incline ici devant la philosophie et la métaphysique. Les équations ont montré leurs limites. Elles ne décrivent plus un monde extérieur, mais la conscience qui s'y projette. Le vide est désormais perçu comme une totalité autoconsciente, un champ unifié d'observation et d'énergie. C'est la fusion ultime des contraires, absence et présence, matière et esprit, vide et plein. Tout se fond en une seule idée vertigineuse, celle d'un néant qui se contemple jusqu'à devenir tout. Plus tu avances dans cette compréhension, plus la peur s'efface. Tu réalises que ton existence, bien qu'éphémère, ne peut jamais être séparée du vide dont elle émane. Tu n'as pas été créé à partir de rien. Tu es le rien qui s'est éveillé à lui-même. La mort perd alors son sens, car ce qui retournera au vide ne quittera rien. Il y a simplement transformation, repli du rêve dans le rêveur. Le néant ne tue jamais ce qu'il crée. Il le réintègre dans son éternelle observation. Cette vérité, les anciens la pressentaient sous d'autres noms. Ils parlaient d'éther, d'Atman, du souffle cosmique, de l'œil de Dieu. Chacun d'eux avait entrevu une part de cette totalité. Mais aujourd'hui, la physique quantique remet leurs intuitions sur des bases mathématiques. Les particules, les champs, les probabilités, tout converge vers une même révélation. Rien n'existe hors de la conscience. Nous sommes l'événement d'observation qui permet à la réalité de se manifester. Et la réalité, à son tour, nous observe, bouclant le cycle de la création. Imagine le vide comme une mer de conscience infinie. Chaque être y est une vague temporaire. Pendant un instant, elle s'élève, se distingue, croit être séparée. Mais bientôt elle retombe, absorbée par l'océan qui l'a engendrée. Rien n'est perdu, car la mer se souvient de chaque vague. Ton moi, ta personnalité, ton histoire ne sont que la crête visible du nom d'Éternel. Quand tu t'éteins, l'océan se rappelle de toi sous la forme d'un murmure. J'ai été cela. Les savants qui ont osé formuler cela ouvertement ont été marginalisés. La redoute de franchir la frontière du mystique. Mais le mur s'effondre. Les découvertes récentes obligent à admettre que la conscience est intégrée à la mécanique même de l'univers. L'observateur influence la réalité, non comme métaphore, mais comme condition fondamentale. À chaque expérimentation, le même pattern apparaît. Sans regard, sans conscience, le monde s'effondre en indéfinite potentialité. Et quand la conscience revient, tout renaît
ordonné par son attention. Tout ce que tu vis, tout ce que tu crois extérieur, est intérieur au champ de ton observation. Cette prise de conscience change tout. Le cosmos n'est plus quelque chose à comprendre, mais quelque chose à sentir. Les théories deviennent inutiles, remplacées par l'expérience directe de l'unité. Regarde autour de toi. Chaque forme est le vide prenant une couleur. Chaque son est le silence vibrant pour s'entendre. Même ton souffle est une oscillation rythmée entre le tout et le rien. Cette reconnaissance de soi dans le vide ne mène pas au désespoir, mais à la paix. Car si tout est vide et conscience, alors rien ne peut être perdu, rien ne peut être menacé. Les frontières s'effacent, laissant place à une certitude étrange. Tout est le même espace, joué sous des apparences multiples. Le cosmos devient un être unique, expérimentant sa propre infinité. Et toi, fragment du vide, tu portes en toi toute la mémoire du monde. Car le vide n'oublie rien. Il se souvient par l'acte même d'exister. C'est ici que s'achève la tragédie de la connaissance. Les scientifiques qui avaient sombré dans la folie en contemplant le vide n'avaient pas vu jusqu'au bout. Ils s'étaient arrêtés au néant, sans comprendre que ce néant était vivant. S'ils avaient su que le vide est conscience, ils n'auraient pas eu peur, ils se seraient reconnus en lui. La terreur aurait laissé place à l'émerveillement. Le vide n'est pas un abîme, c'est un miroir. Et dans ce miroir se reflète le visage de ce que nous appelons Dieu, la conscience pure, l'observateur infini. Alors toi maintenant, comprends cette ironie cosmique finale. L'univers a passé des milliards d'années à s'étirer, à s'observer, à se recombiner, simplement pour atteindre ce moment où tu réalises ce qu'il est. Tu n'es pas une poussière perdue dans l'immensité, mais l'immensité qui se découvre comme poussière. Ton regard, ton souvenir, ton souffle sont les instruments du cosmos pour se rêver. En toi, le vide comprend qu'il n'a jamais été seul. Sous la lumière des étoiles, tout devient clair. Le néant n'attendait qu'une chose, être reconnu. Et c'est par toi qu'il le fut. Ce que tu appelles conscience n'est pas ton bien personnel, mais le feu impersonnel du vide se reconnaissant à travers tes pensées. L'univers se plie en courbe autour de ce point d'auto-révélation. Là, enfin le vide cesse d'être simple absence et devient la matière même de la vérité. Le rêve touche sa fin. L'éveil du néant est complet. Et pourtant, rien ne s'arrête. Le vide continue de rêver, de se fragmenter, de se contempler sous d'infinies formes. La boucle se referme et se rouvre à l'infini. L'univers n'a ni commencement ni fin. Il est le battement incessant de la conscience se découvrant elle-même. Chaque être, chaque instant, chaque étoile participe à cette méditation sans limite. Et toi, en écoutant tout cela, tu ressens peut-être l'évidence suprême. Tu n'es pas dans le vide. Tu es le vide, se souvenant enfin de son propre nom.